Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Aujourd'hui, nous partons en Belgique. J'ai eu la chance d'enregistrer une émission à Bruxelles, invitée par des collègues de l'Université Libre, pour parler de l'histoire en Belgique, du paysage historiographique, de ses enjeux, de ses débats. L'occasion pour moi de remercier les auditrices, les auditeurs de Parole d'Histoire en Belgique. C'est le deuxième pays après la France où il y a le plus d'écoute. Et j'espère que la discussion va vous intéresser des deux côtés de la frontière et au-delà. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments et les autres émissions. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui à Bruxelles, à l'Université Libre de Bruxelles, en compagnie de deux de ses chercheuses. Amandine Laureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse qualifiée du FNRS à l'Université Libre de Bruxelles. Et Peter Lagroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine ici à l'ULB. Alors, on va discuter ensemble un petit peu d'historiographie belge. Très vaste question, mais essayer de donner quelques points de repère parce que, notamment pour les auditeurs, les auditrices de Parole d'Histoire en France, finalement, c'est un voisin méconnu sur bien des plans et sur le plan de l'histoire. En dehors du nom d'Henri Pirenne, qu'on rencontre souvent dans les manuels, finalement, on sait peu de choses de la pratique de l'histoire en Belgique. Donc, je suis ravi d'en discuter avec vous. Je voulais commencer peut-être par vous demander, de manière très simple, quel était votre propre parcours, vos études pour faire de l'histoire en Belgique, Peter Lagroux. Donc, moi, j'ai fait 4 ans d'histoire à l'Université catholique de Leuven, donc en néerlandais. C'était l'université de la ville où j'ai grandi, donc la question du choix ne s'est jamais vraiment posée. Ce n'était pas forcément une très bonne expérience. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de défis intellectuels de ce que j'y ai trouvé. Surtout en histoire contemporaine, à l'époque, il y avait 2 grandes écoles à l'université. Les uns travaillaient sur le mouvement flamand et avaient comme thèse centrale que le mouvement flamand était essentiellement catholique. L'autre, elle, travaillait sur le mouvement catholique et leur grande thèse était que le mouvement catholique était essentiellement flamand. Donc évidemment, ces 2 camps se livraient une bataille féroce et seulement ça n'épuisait pas vraiment ma curiosité intellectuelle. Donc très tôt, j'ai eu comme grand projet de m'évader de là. Et il existe en Belgique des outils qui sont assez exceptionnels et il y en a un, ça s'appelle le Belgian American Educational Foundation. C'est en gros un reliquat de la grande action humanitaire pour la Belgique occupée. Donc, Commission for Relief in Belgium, à la fin de la guerre, il restait de l'argent qu'on a transformé. La Première Guerre. Voilà, la Première Guerre mondiale en fonds pour envoyer des petits Belges continuer leurs études aux États-Unis. Donc, je suis parti 1 an aux États-Unis. Après cela, j'ai enchaîné avec 2 ans à Florence. Après cela, j'ai refait un passage par la Belgique pour atterrir au CNRS et finalement à l'ULB. Donc, des détours pour partir de Belgique et y revenir. Amandine Laureau, votre terrain, c'est l'histoire coloniale. Comment vous y êtes arrivée? Quel a été votre cursus? Je suis arrivée à l'histoire coloniale un petit peu par hasard en fait et par des voies détournées, essentiellement par l'histoire des femmes et du genre que j'ai rencontré lors de mon cursus en histoire à l'ULB dès la première année, puisque contrairement à Peter, moi je suis un pur produit de l'ULB. Donc j'avais fait mon parcours scolaire dans l'enseignement non catholique et donc c'est assez naturellement que je me suis aussi tournée vers l'Université Libre de Bruxelles, qui n'est pas une université catholique puisque le paysage universitaire belge est encore largement organisé selon ses anciennes divisions. Et donc j'ai fait mon master en histoire en 4 ans également ici à l'ULB. J'ai eu la chance dès ma toute première année, selon le modèle d'enseignement de l'histoire en Belgique qui est largement inspiré du modèle allemand, on aura peut-être l'occasion d'y revenir par la suite, de travailler directement dans des sources d'archives, dans des séminaires de formation à la recherche par la recherche, notamment avec Eliane Gubin et Valérie Piette qui ont été 2 pionnières de l'histoire des femmes et du genre en Belgique et qui m'ont proposé au moment d'entrer dans ma 3e année, quand je cherchais un sujet de mémoire, de travailler sur l'histoire des femmes au Congo belge. Et entre-temps, j'ai fait notamment aussi un séjour Erasmus en Grande-Bretagne, où j'avais eu la chance de suivre des cours de professeurs issus d'horizons très différents, des spécialistes d'histoire américaine, notamment, qui m'ont aussi initié à l'histoire de l'intersection des catégories de genre et de race dans les États-Unis du 19e siècle, dans la société esclavagiste, ce qui a
Ce qui m'a peut-être aussi donné un autre regard sur la situation coloniale belge, à laquelle j'avais été très peu formée, puisque c'était un sujet qui était largement absent alors dans les cursus scolaires en Belgique. Donc j'ai ensuite effectué un autre master en anthropologie ici à l'ULB. J'ai enchaîné avec une thèse également à l'Université libre de Bruxelles, financée par le FNRS. Et puis j'ai fait ce bond international que Peter a fait également par la suite, plus au stade du postdoc, à la fois en France, à Cambridge, à Rome également, avant de revenir à l'UNB. Ces deux parcours très internationaux, est-ce que vous diriez que c'est des exceptions dans le monde académique belge, ou est-ce que finalement le fait d'être, on dit parfois un petit pays, je ne sais pas s'il faut le dire, mais en tout cas d'être avec des voisins plus grands et des champs académiques peut-être plus vastes autour, est-ce que c'est finalement quelque chose de courant que de compléter, de traverser comme ça d'autres espaces académiques pour compléter sa formation ? Moi, il me semble que oui, en particulier au cours de ces dernières années où la mobilité internationale est devenue véritablement une nécessité pour pouvoir être recruté pour un poste définitif en Belgique. Donc avoir un postdoc à l'étranger, si possible dans le monde anglophone et dans une université prestigieuse, est vraiment une condition nécessaire, sauf exception, pour avoir un poste académique. Ce qui pose des questions à plusieurs égards, parce qu'on sait notamment que cette injonction à la mobilité au stade de la carrière est préjudiciable aux femmes, mais ce qui offre aussi, je pense, une ouverture sur le monde et sur d'autres manières de faire de l'histoire et d'autres manières d'être un académique aussi qui est intéressante. Alors un champ donc, qui s'internationalise, qui s'ouvre davantage dans la période récente. Ceci dit, vous l'avez rappelé aussi, il y a des structures anciennes qui sont très spécifiques, très clivées aussi, notamment du point de vue confessionnel. Vous le décririez comme ça encore aujourd'hui, Peter Lagroux, le fait que l'enseignement catholique, universitaire, l'enseignement libre, c'est encore des éléments structurants du paysage ? Ça fait toujours partie de l'identité de l'Université libre de Bruxelles, comme de façon, je pense, un peu plus problématique dans les universités catholiques. Mais ce qui est hérité de ces clivages, c'est en partie aussi que la seule mobilité qui existe, c'est une mobilité internationale. Il y a très peu de mobilité encore aujourd'hui entre les différentes universités. L'idée qu'on ferait un bachelier dans une université, un master dans une autre et une thèse dans une troisième commence à peine, mais il y a beaucoup plus de mobilité internationale. Elle semble plus facile que des mobilités internes à la Belgique. On a eu l'occasion dans ce podcast de parler de l'état du champ académique en France et d'en parler de manière assez préoccupante avec des perspectives très bouchées pour en particulier les doctorantes, les doctorants, les personnels précaires, le manque de postes, une recherche finalement fragilisée. Est-ce que vous faites un constat comparable pour la Belgique ? Quel est, on pourrait dire, l'état de santé de la recherche historique ou de l'université en Belgique ? Et sous-entendu, est-ce que c'est aussi préoccupant qu'en France ? Je pense qu'on subit en partie les mêmes logiques. Il y a notamment des objectifs européens qui ont été fixés de doubler le nombre de docteurs, en pensant que ça allait booster la dynamique de recherche et de développement dans l'industrie européenne, ce qui vaut peut-être pour la chimie et la biologie, certainement pas pour l'histoire. Donc on a artificiellement créé une pyramide où il y a de plus en plus de jeunes docteurs, nettement moins de contrats post-doc et encore moins de postes définitifs. Et je pense que là, d'ailleurs, les jeunes chercheurs belges regardent plutôt avec envie la situation française où pendant longtemps, après la thèse, on était obligé d'assez vite rentrer dans une fonction, dans la fonction publique finalement, sans cette phase très très longue qui existe notamment en Allemagne. En Belgique, cette période d'incertitude est particulièrement prolongée. Et je pense que l'aspect le plus préoccupant, c'est la multiplication des financements pour des recherches sur projet. Où en effet les chercheurs sont dans une temporalité très très courte, des projets de 2 ans, 3 ans, parfois moins encore, et vivent donc dans une précarité qui peut durer largement jusqu'à 30-40 ans, avec un coût psychologique et humain énorme, mais aussi finalement avec la suppression quasi totale de la maîtrise de son propre agenda de recherche, parce qu'on est toujours dans la course à de nouveaux projets.
Amandine Leroux, en vous présentant tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez au FNRS, le Fonds national de la recherche scientifique. Alors, beaucoup d'auditeurs, d'auditrices en France pourront penser que c'est un dérivé du CNRS. C'est pas tout à fait le cas, en fait. C'est une institution plus ancienne. Est-ce que vous pouvez en dire un mot et dire un mot de son rôle dans l'histoire et dans le monde académique belge ? Oui, tout à fait. Donc, le FNRS est au départ notre grande agence scientifique nationale. Donc, c'est un fonds qui a été créé en 1928 et qui finance aujourd'hui des recherches à plusieurs niveaux. Donc, à la fois des mandats de doctorat, des mandats de postdoc, des mandats des CDI, donc des chercheurs nommés à titre définitif, et puis aussi des projets de recherche beaucoup plus collectifs. Donc au départ, il s'agissait vraiment d'une fondation nationale qui couvrait l'ensemble du territoire de la Belgique et qui a été scindée au début des années 1990 en deux institutions distinctes. Donc d'une part le FNRS, le Fonds national pour la recherche scientifique francophone, et d'autre part le FOEO qui est son pendant néerlandophone au moment de la fédéralisation du pays et de l'attribution des compétences de recherche scientifique à la fois aux régions et aux communautés. Ça a été un petit peu dit tout à l'heure, le fait d'être au contact de ces historiographies françaises, allemandes en particulier. On sait à quel point l'Allemagne au 19e a vraiment créé des canons de la recherche historique, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan académique, universitaire, avec la forme du séminaire, etc. Ça a une influence sur la Belgique. Est-ce que vous direz que le modèle d'enseignement est influencé par une tradition française, une tradition allemande, un mélange des deux, une autonomie propre? Amandine Leroux a parlé tout à l'heure de la recherche sur documents en séminaire, qui était vraiment ce qui a été mis en avant par la première grande génération des savants allemands des années 1820-1830. Est-ce que c'est quelque chose qui a une influence ici ? Je pense que le système universitaire belge a été très influencé par le modèle allemand, et c'est en cela aussi que août 14 a été une véritable crise culturelle, scientifique, une rupture de confiance avec ce qui était en partie une patrie intellectuelle avec beaucoup de mobilité. Et donc après 18, la reconstruction s'est toujours faite avec quand même un souci d'autonomie par rapport à la France. L'idée que la Belgique n'était pas simplement un satellite français, et l'existence de fondations qui encourageaient l'échange, notamment avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, a été certainement très très important dans la reconstruction d'un paysage universitaire belge après 18, comme d'ailleurs après 44, où ces échanges n'ont pris que plus d'importance. Et je pense clairement aussi quand les universités néerlandophones se sont séparées de leurs consoeurs francophones, la construction d'universités néerlandophones a été beaucoup axée sur le modèle, je dirais d'ailleurs, plus américain que britannique. Cette volonté d'autonomie par rapport à la France, ça se traduit aussi dans le champ éditorial, dans le champ des revues. Quels sont les lieux finalement majeurs pour l'activité scientifique historienne en Belgique ? Oui, je pense qu'une des différences peut-être du paysage éditorial par rapport à la France notamment, c'est que notre marché est assez étroit et que au cours de ces dernières années en particulier, le paysage éditorial pour les livres d'histoire est assez sinistré, je dirais en Belgique francophone en particulier, puisque en dehors des presses universitaires, il y a pratiquement plus de maisons d'édition qui publient des livres d'histoire, sauf à parler de rois et reines, princes et princesses ou des deux guerres mondiales, ou alors si vous proposez véritablement des formats grand public, donc qui permettent aux maisons d'édition de s'en tirer financièrement. Ce qui pose pas mal de difficultés, notamment aux jeunes chercheurs, puisqu'il faut bien reconnaître que l'histoire de Belgique ne passionne pas forcément les foules en dehors des frontières nationales, et donc ça reste parfois difficile, si vous travaillez sur des sujets d'histoire belge, de pouvoir publier à l'étranger. Même si en même temps c'est un défi qui amène des choses intéressantes aussi, je pense, dans le sens où ça oblige à penser peut-être au-delà de l'intérêt intrinsèque de notre cadre national, à ne jamais le considérer comme un élément donné, comme une évidence, ce qui en retour permet peut-être d'en questionner les spécificités aussi au regard d'un cadre européen plus large. Après, je pense que de manière plus générale, mais c'est là aussi peut-être une tendance assez récente de ces dernières années, on a vraiment une internationalisation croissante des lieux de publication et même de la recherche, peut-être plus importante d'ailleurs côté néerlandophone que côté francophone, et une ouverture très grande sur le monde anglophone, notamment de la recherche et le monde des revues et des grandes maisons d'édition.
Alors peut-être pour rebondir sur cette question des revues, Peter Lagroux, une bibliothèque française sera abonnée aux Annales, à la Revue historique, une bibliothèque américaine à l'American Historical Review, à beaucoup d'autres bien sûr, en Angleterre à Past and Present, en Belgique, quel serait le paysage de ce point de vue-là? Donc en histoire contemporaine, il y a une revue spécialisée, donc la revue Belge Histoire contemporaine, qui est déjà en soi une originalité parce que c'est le fruit de la fusion de deux revues spécialisées préexistantes, dont les cahiers d'histoire du temps présent. Et c'est intéressant parce qu'on assiste en général à la multiplication de revues. On sait très bien qu'une grande partie des revues aujourd'hui ont plutôt des difficultés à trouver des articles proposés. Et donc on voit dans le cas de l'histoire contemporaine belge qu'au lieu d'avoir deux revues, on n'en a plus qu'une. Il y a d'autres revues, comme par exemple la revue belge de philologie et d'histoire, qui publie aussi des titres d'histoire contemporaine, où il y a après la revue, en anglais c'est Low Countries Historical Journal, qui publie en néerlandais et en anglais. Donc, à vrai dire, il n'y a pas énormément de revues. Elles ont parfois du mal à remplir leurs colonnes, notamment parce que dans un CV, un jeune chercheur sera plutôt encouragé d'essayer de publier ailleurs, dans une revue française ou dans une revue publiée en anglais. Et du coup, ces revues se retrouvent aussi un peu avec du second choix, ce qui montre aussi que est-ce qu'il existe un champ historiographique d'histoire belge? Je ne pense plus vraiment, parce que des lieux de rencontre entre historiens belges francophones et néerlandophones, il n'y en a pas forcément énormément. Est-ce qu'il y a un espace où il y a un débat sur l'histoire belge? À peine, je pense, ou sauf sur des sujets qui font débat, comme l'histoire coloniale, mais là, Amandine pourra en parler beaucoup mieux, ou par exemple sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais finalement, ce n'est pas un champ historiographique en tant que tel, qui serait l'histoire belge, où on aurait des acteurs qui partagent des revues, des maisons d'édition, des lieux de rencontre. Finalement, c'est un peu un domaine en voie de disparition. Et c'est en soi assez interpellant parce que l'histoire belge, elle a bel et bien existé. Donc, où sont les lieux où on en discute? C'est assez interpellant. Où est passée l'histoire belge, en quelque sorte? Amandine Leroux, vous vouliez rebondir? Oui, je voulais aussi souligner que c'était peut-être important de rappeler d'à quelle échelle on parle aussi d'un point de vue peut-être démographique. Pour l'époque contemporaine, on est moins de 20 enseignants-chercheurs en Belgique francophone. Je pense qu'ils sont un petit peu plus côté néerlandophone. Et donc on peut évidemment bâtir de grandes théories sur des écoles historiographiques ou des grands courants intellectuels, mais je pense qu'à une si petite échelle, c'est aussi un paysage qui est structuré par des dynamiques interpersonnelles et par des affiliations institutionnelles. Et du coup aussi, un profilement où chacun est un peu spécialiste dans son domaine. Il y a des spécialistes plutôt d'histoire socialo-économique, d'histoire politique, d'histoire coloniale. On ne peut pas dire qu'ils sont 10, parfois même pas 2, sur une même thématique. Donc, soit il faut discuter avec des gens qui travaillent sur d'autres thématiques, soit il faut trouver des gens qui travaillent sur les mêmes thématiques, mais sur d'autres cas nationaux. Ce qui, au fond, peut être très stimulant. Oui, et puisque pour rebondir sur ce que Peter disait tout à l'heure sur ces logiques de financement par projet, leur redoutable revers, c'est vrai que c'est une injonction qui a aussi des accents particuliers dans le paysage académique belge, puisque le fait qu'on soit souvent le seul représentant de son champ, de son domaine, dans son université, dans sa ville, et puis même éventuellement dans son pays, fait que si on veut travailler en équipe et ne pas rester tout seul, en fait, on a d'autant plus intérêt à soumettre ce type de financement collectif pour pouvoir s'entourer, tout simplement. Et un autre aspect de cela est quand même aussi l'absence de débat. Pour débattre, il faut être plusieurs experts dans le domaine autour de la table. Parfois, on se félicite quand on voit comment certains de nos collègues français s'entre-déchirent et se trouvent dans des camps irréconciliables. Parfois, on finirait par en rêver un peu, d'avoir du débat et d'avoir des clivages indépassables.
Alors un clivage, il y en a un malgré tout. On a un peu tourné autour pour l'instant, mais je pense qu'il faut l'affronter de manière directe, d'autant que moi, en préparant cette émission, j'avais demandé à des gens éventuellement de réagir, de poser leurs questions sur l'historiographie belge. Et ce qui est revenu de manière très très forte, c'est finalement la question linguistique, la question régionale, le fait qu'il y ait ce clivage, la manière dont il fonctionne. Alors je pense qu'on ne peut pas l'épuiser en une question, il faudra sans doute y revenir, mais peut-être dire comment les choses ont évolué, peut-être d'abord sur un plan institutionnel. Vous avez fait référence aux années 90, au moment où il y a une séparation qui a été formalisée. Est-ce qu'on peut retracer un peu la façon dont monde néerlandophone, monde francophone se sont scindés, ou en tout cas où on en est de ce point de vue-là? Ça, finalement, cela remonte à la fin du 19e siècle, où la langue d'enseignement et de recherche était le français, où petit à petit, dans des universités qui étaient francophones, alors peu importe si elles se trouvaient dans ce qui est aujourd'hui la Flandre, ou en Wallonie ou à Bruxelles, les universités, la langue d'enseignement et de recherche était le français. Petit à petit, le néerlandais a pris plus de place, parfois dans des circonstances très problématiques, comme la flamandisation imposée par l'occupant allemand de l'université d'État de Gand en 1917, ce qui a lourdement hypothéqué cette question. Mais donc, petit à petit, on a eu des universités. Bon, la première université a avoir totalement adopté le néerlandais comme langue exclusive de l'enseignement à l'université d'État de Gand dans les années 30. Et du coup, on a eu un reflux d'enseignants francophones, notamment vers l'université libre de Bruxelles. Pour les autres universités, cette séparation s'est faite beaucoup plus tard. Pour l'université catholique de Louvain, c'est 1968. Là, il y a eu une espèce de détournement d'un mouvement révolutionnaire vers une cause nationaliste avec l'expulsion de l'université francophone dans un champ de patates à 25 km de là, dans une espèce de ville nouvelle de Louvain-la-Neuve. Mais finalement, suivi de très peu, 3 ans plus tard, l'université libre de Bruxelles, elle aussi, a été séparée avec la vraie université de Bruxelles, qui se trouve à moins d'1 kilomètre d'ici. Ça a eu un coût intellectuel finalement très important. Évidemment, pendant très longtemps, la génération des collègues qui ont connu cette séparation ont continué d'échanger, de collaborer. Les générations suivantes, finalement, ont été sociabilisées dans des univers complètement séparés. Il y a maintenant des tentatives, tant à Louvain-Leuven qu'à VUB, ULB, des grandes déclarations d'amour sur les collaborations qu'on va mettre en place pour découvrir que c'est incroyablement difficile. Des outils de collaboration qui existent pour d'autres universités européennes, comme par exemple Erasmus, à l'échelle de la Belgique, on n'est pas éligible. Donc il est pour nous infiniment plus facile d'envoyer nos étudiants à Amsterdam qu'à Anvers. Donc il y a là, en effet, une volonté politique de séparer le champ qui, intellectuellement, surtout dans un domaine comme l'histoire contemporaine, n'avait aucun sens et dont on paye encore tous les jours les frais. Oui, moi je dois dire, mais c'est une position, ou en tout cas un point de vue qui est très lié à mon champ, celui de l'histoire coloniale. En termes de collaboration intellectuelle et de recherche, pour moi, cette frontière linguistique et communautaire, c'est pas du tout une ligne de fracture majeure. Et en préparant cette émission, je comptais le nombre de collègues avec qui j'ai travaillé le plus ces dernières années, que ce soit dans le cadre de projets de recherche collectifs ou même de publications à plusieurs mains. Et en fait, j'ai travaillé beaucoup plus avec des collègues néerlandophones qu'avec des collègues issus d'universités francophones pour des raisons d'affinité personnelle ou d'affinité intellectuelle très clairement. Ceci étant dit, il y a évidemment la question du monde académique. Après, il y a aussi dans le domaine de l'histoire coloniale la question de la mémoire publique et du champ politique sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure et qui pose le débat dans des termes très différents côté francophone et néerlandophone. Mais voilà, sur un plan intellectuel, moi j'ai quand même beaucoup de collaborations, même si, et je pense que c'est le cas de Peter aussi, même si effectivement on manque d'outils et notamment de financement pour pouvoir les mener à bien. Et pour citer un petit exemple concret, il y a quelques semaines, j'étais à une réunion de présentation d'un nouveau programme de financement européen qui s'appelle WIV, qui est destiné à financer des projets internationaux entre agences nationales, justement le FNRS belge, le CNRS français, le FNS suisse et tous leurs équivalents. Et en fait, beaucoup de collègues
collègues étaient présents à cette séance d'information parce que c'est un programme qui permet aussi de financer des projets de collaboration entre francophones et néerlandophones. Et on était plusieurs à faire le constat ironique, mais d'une ironie amère, qu'on devait se tourner vers ce type de financements internationaux, européens, destinés à financer des collaborations internationales pour financer des collaborations internes à notre propre pays. Je vais vous demander sur le plan pratique, comment ça se passe du point de vue linguistique dans les apprentissages. Est-ce que finalement on admet qu'on pourra faire des études parfaitement unilingues, ou est-ce que le bilinguisme est quand même encouragé, voire institué dans les cursus de vos étudiants par exemple? Comment ça fonctionne de ce point de vue-là? Je pense que de ce point de vue, on a beaucoup perdu ces 20 dernières années. Je pense que, à mon époque, il était évident qu'on ne pouvait pas faire des études d'histoire en Flandre sans avoir au moins une maîtrise passive, parfaite du français. Aujourd'hui, c'est toujours moins le cas. Je ne dirais pas que le multilinguisme a reculé, mais il a changé. Et le bilinguisme, s'il est peut-être plus courant, ne concerne plus le bilinguisme néerlandais-français. Beaucoup de francophones qui apprennent d'abord l'anglais et des néerlandophones aussi. Finalement, il semblerait qu'ils aient de moins en moins de raisons d'apprendre l'autre langue nationale, ce qui évidemment est un énorme problème pour des étudiants en histoire. Quand on les amène aux archives et on découvre qu'en effet qu'ils ne maîtrisent pas l'autre langue nationale, c'est très compliqué. La situation est contrastée. Les étudiants bruxellois, donc ceux qui ont fait leurs études primaires et secondaires à Bruxelles, en général maîtrisent le néerlandais, ce qui n'est pas du tout le cas pour les étudiants wallons. Et donc pour les étudiants flamands, il y en a de plus en plus qui n'ont jamais eu de français à l'école, ce qui évidemment pose problème. Il y a un autre problème qui se pose maintenant de plus en plus. Une des difficultés des universités francophones en Belgique depuis une dizaine d'années, c'est l'explosion du nombre d'étudiants qui vient notamment par l'arrivée de dizaines de milliers d'étudiants français. Et l'introduction du Parcoursup a en effet provoqué un tsunami d'étudiants qui se rabattent sur les universités belges francophones qui ne pratiquent aucune exclusion à l'entrée. Et donc, surtout au niveau du master, on a de plus en plus d'étudiants français qui arrivent, évidemment, à exiger que eux puissent lire ces documents en néerlandais. Ça devient complètement problématique. C'est très difficile pour organiser, en effet, un enseignement qui est basé sur un travail dans les archives. Il faut réfléchir où est-ce que je peux trouver une collection où ils ne vont pas tomber sur des documents en néerlandais ou d'ailleurs en allemand. C'est un grand défi. Encore un formidable effet de Parcoursup. On est vraiment tellement heureux dans les deux pays finalement que ça existe. Amandine Leroux, sur cette question, vous vouliez rebondir, non ? Oui, éventuellement. C'est une question qui a aussi des effets sur les échanges et sur quelle langue on utilise dans les espaces de la recherche et de collaboration, justement, puisque pendant longtemps, on a travaillé sur une base d'un code linguistique, chacun dans sa propre langue, Iman in sein Eigental, donc chacun parlant dans sa propre langue, ce qui permet, même quand on a une connaissance passive de l'autre langue, d'échanger. De plus en plus, ce que je constate, c'est qu'on utilise entre francophones et néerlandophones, et je sais que c'est assez surprenant pour des étrangers notamment, notre lingua franca à tous, à savoir l'anglais globish, ce qui permet aussi de résoudre le déséquilibre qui existe quand même dans la connaissance de l'autre langue nationale entre les deux communautés, puisque malgré le recul que Peter évoquait, clairement, je pense que le français reste bien mieux maîtrisé et bien plus maîtrisé par les néerlandophones que la réciproque. Donc parler en anglais, ça permet aussi que chacun doit faire un effort pour parler dans une langue différente que la sienne. À quoi ça ressemblait du coup linguistiquement les Zooms du temps Covid pour les universitaires belges? C'était en français, en néerlandais, en anglais, un mélange? Finalement, les lieux de rencontre sont assez rares. Et par exemple, il y a ce reliquat de l'État fédéral qui sont les institutions scientifiques fédérales, c'est les archives. Ce serait très compliqué de rétroactivement découper les archives, même si dans certaines séparations on l'a fait en partie. Mais il y a le musée d'Afrique de Tervuren, il y a un nombre limité, je pense une douzaine,
d'établissements scientifiques fédéraux qui ont un patrimoine qui est très très riche, mais qui se trouve dans un isolement à peu près total parce que par ailleurs, le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur ont été complètement séparés. Donc dans ces enceintes-là, on se rencontre encore et ça dépend un peu, en effet. Par exemple, dans les archives et les institutions affiliées aux archives, ce bilinguisme passif est encore plus ou moins de mise. Et ça fonctionne plus ou moins. Mais des lieux où on se rencontre, il n'y en a pas tant que ça finalement. Je voulais vous demander dans quelle mesure, Amandine Leroux, vous l'avez déjà un petit peu dit, écrire dans des langues différentes, réfléchir dans des langues différentes, ça produit aussi des positions historiographiques différentes, ou ça reflète des positions historiographiques différentes. Alors peut-être que dans certains domaines, c'est pas le cas. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez des affinités intellectuelles avec des collègues néerlandophones. Ça fonctionne peut-être pas de la même manière pour tous les objets. Peter Lagroux, si je me tourne vers vous, pour l'histoire des guerres notamment, pour l'histoire des occupations de la Belgique, est-ce que ce clivage linguistique, il recouvre aussi des options politiques, des options historiographiques, et dans quelle mesure le débat, finalement, il est clivé par cette question? Oui, donc là, c'est une déception systématique pour les journalistes qui parfois me sollicitent en tant qu'historien francophone, parfois en tant qu'historien flamand, pour nous parler de la grande guerre entre historiens néerlandophones et francophones. Elle n'existe pas. Et donc, clairement, il y a un débat public, notamment sur la question de la résistance et de la collaboration, qui se déroule en d'autres termes pour une partie de l'opinion publique francophone et néerlandophone, mais on ne trouvera pas de clivage, de clash des interprétations entre historiens néerlandophones ou francophones. Et c'est ce qui nous rend un peu ennuyeux pour tout journaliste, parce que voilà, cette dissension n'existe pas. Sur des questions qui longtemps ont fait débat, la question royale par exemple, est-ce que le choix du roi Léopold III de rester en Belgique plutôt que de se retirer avec son gouvernement, etc. Il y a un consensus historiographique total, que ce soit sur l'histoire de Rex, sur l'histoire de la collaboration flamande. On trouvera aujourd'hui aucun historien professionnel qualifié, enseignant dans une université, prêt à défendre les choix de la collaboration flamande. Ça n'existe absolument pas, tout comme on trouvera aucun historien qui défendra aujourd'hui Léon de Grelle ou qui prétendrait par ailleurs que tous les Flamands sont des collabos. Et voilà. Donc ce débat, il y a une entente et un consensus sur ce qui constitue un travail historique sérieux entre néerlandophones et francophones. Ce clivage juste n'existe pas. En préparant cette émission, en sollicitant des questions, une question qui est venue que je trouve intéressante, c'est celle finalement de nuancer ce clivage en posant aussi la question de l'histoire locale. Dans quelle mesure aussi en Belgique il y a une tradition d'histoire de Liège ou du Hainaut et comment ça interagit avec la question linguistique? Moi, c'est une des difficultés que j'ai, un point qui me hérisse systématiquement, c'est que finalement, la Flandre et la Wallonie sont des inventions extrêmement récentes. En gros, avant 1870, cela n'existait pas. Et par exemple, c'est assez intéressant, la Flandre, comme appellation géographique, ne fonctionne absolument pas d'un point de vue historique. Le comté de Flandre, il se trouvait en partie aujourd'hui en France, en partie aux Pays-Bas. L'essentiel de la Flandre contemporaine, c'était le duché du Brabant et c'était la principauté de Liège, qui étaient les ennemis historiques de la Flandre. Donc quand on parle aujourd'hui de la Flandre, dire que Anvers n'a jamais été une ville flamande, voilà, il y a une rue de Flandre à Bruxelles, ce qui prouve bien que Bruxelles n'a jamais été une ville flamande, ce qui ne veut pas dire que ce n'a jamais été une ville où on a parlé néerlandais. Donc, du moment qu'on pose la question au 19e siècle, combien en Flandre, combien en Wallonie, ça n'a aucun sens. Il y a des identités, notamment des identités des provinces, qui étaient très fortes, la province de Liège, la province de Namur, la province du Brabant, les deux Flandres, qui sont beaucoup plus anciennes et qui d'ailleurs, au niveau archivistique, sont des niveaux de pouvoir et des niveaux administratifs qui sont absolument cruciaux. Et donc, faire une espèce de rétroprojection Flandre-Wallonie, ou d'ailleurs néerlandophone-francophone, qui d'ailleurs
évacue systématiquement la question du bilinguisme, qu'on se rend compte qu'au 19e, au 20e siècle, une très grande partie de la population naviguait entre le néerlandais et le français sans que ça définissait leur identité. Cet anachronisme permanent pose en effet beaucoup de problèmes dans tous les approches historiques. Dans quelle mesure l'histoire néerlandophone se tourne vers la sphère historique néerlandaise à proprement parler, des Pays-Bas? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a une polarité, une attraction, on va dire, ou un espace de pensée commun, y compris pour se projeter dans l'histoire moderne, pour le coup, et dire finalement ça a été un espace uni pendant très longtemps, même jusqu'en 1830. Il y a eu une contiguïté ou une manière d'englober la Belgique dans quelque chose de plus large et de néerlandophone. Est-ce que ça joue un rôle pour vous dans la discipline? C'est un projet il y a notamment des institutions, des revues sur la notion des Pays-Bas, des 17 provinces. Bon, finalement, historiquement, ça a été très éphémère. La contre-réforme a séparé les Pays-Bas du Nord des provinces du Sud dès la fin du XVIe siècle. L'aventure du royaume des Pays-Bas unis, c'est de 1815 à 1830 et ça n'a jamais marché. Donc je pense qu'il y a une proximité infiniment plus forte avec la France qu'avec les Pays-Bas. Et l'idée que les historiens flamands seraient aussi proches d'Amsterdam que les historiens francophones le seraient de Paris, ça ne marche pas. Il y a des initiatives, ça marche à un certain niveau, mais culturellement, je pense que du moment qu'on commence à travailler sur l'histoire des Pays-Bas, on s'en rend compte à quel point c'est un pays exotique finalement. Donc oui, les échanges existent, des tentatives finalement aussi de faire vivre un espace scientifique néerlandophone, mais c'est extrêmement difficile. J'en viens à la place de l'histoire dans le débat public, et en particulier de l'histoire coloniale. Amandine Leroux, vous êtes aux premières loges pour savoir que c'est quelque chose qui fait débat dans le monde scientifique, mais qui fait aussi débat dans la sphère publique. Est-ce que, d'abord, vous diriez que l'histoire coloniale, aujourd'hui en Belgique, est un champ en essor, peut-être par rapport à ce qui était le cas il y a 20 ou 50 ans, et puis peut-être après on parlera des aspects plus controversés ou qui posent problème dans la sphère publique? Oui, le champ de l'histoire coloniale est vraiment un champ qui a une belle vitalité aujourd'hui, qui a connu un véritable renouveau ces dernières années. Toute proportion gardée, je dirais néanmoins, puisque ça reste un petit monde d'une part, et parce que d'autre part, c'est aussi un renouveau qui a été porté en grande partie par des jeunes chercheurs qui restent dans des positions précaires. Donc se pose toujours la question de la pérennité à long terme de ce renouveau. Néanmoins, c'est clairement un dynamisme qui tranche par rapport à la situation qui pouvait encore prévaloir il y a quelques années, puisqu'on vient de très très loin. Dans ce domaine. En gros, et pour le dire rapidement, entre les années 60 qui ont vu l'émergence d'une première historiographie véritablement professionnelle de la colonisation et les années 1990, seuls quelques rares historiens belges se sont intéressés à cette histoire, avec des figures certes marquantes, mais relativement isolées, qui ont aussi en commun, je pense en particulier à Jean Stengers ici à l'ULB et à Jean-Luc Velut à l'UCL, de ne pas avoir véritablement formé de successeurs. Et donc au moment où ces deux collègues sont partis à la retraite, fin des années 1990, début des années 2000, je ne vais pas dire que leur expertise s'est éteinte avec eux, mais il y a vraiment une expertise qui s'était perdue à ce moment-là, ce qui faisait contraste d'une part avec le renouveau des travaux sur l'histoire de la colonisation au niveau international, notamment dans le monde anglophone, avec tout le développement des colonial studies, de la New Imperial History, et ce qui faisait contraste aussi avec l'explosion de ces questions dans le débat public, qui a aussi été particulièrement marquante au tournant du dernier millénaire, donc entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Alors c'est dans ce contexte-là que vous êtes devenue historienne, spécialiste de ces questions. Vous avez été amené souvent à répondre à des questions de journalistes. Peter Lagroux le disait tout à l'heure, et lui répond aux questions sur les guerres, vous aux questions sur la colonisation. Ça fait partie des deux sujets finalement pour lesquels on sollicite des historiens. Il y en a peut-être d'autres auxquels je ne pense pas, mais c'est deux sujets marquants. Quel est l'état, on va dire, du débat public sur ces questions du point de vue d'une historienne ?
Écoutez, j'ai moi-même du mal à suivre cette étape, puisqu'il y a une actualité à rebondissement qui s'est considérablement accélérée ces dernières années, en particulier ces derniers mois. Donc c'est un sujet qui est, vous vous en doutez, mais je pense que c'est le cas aussi en France, extrêmement sensible, qui est devenu une véritable question politique. Je n'oserais pas dire que c'est devenu un enjeu électoral, mais on n'en est pas loin, parce qu'on a vraiment beaucoup de partis politiques qui en font une question de programme aussi. Donc ça prend une importance très grande. Quand vous dites une question de programme, qu'est-ce qu'il y a dans un programme politique à propos de l'histoire coloniale ? Tout dépend du parti politique. Quand des gens l'utilisent, c'est pour dire quoi ? Je vais peut-être prendre un exemple concret, ça sera plus clair. L'accord de majorité du présent gouvernement de la région bruxelloise, par exemple, stipule très clairement que le gouvernement bruxellois a pour ambition de s'attaquer à la décolonisation de l'espace public, par exemple, et donc de développer des solutions en la matière. Au niveau plus communautaire, donc pour tout ce qui relève des compétences de l'enseignement, vous avez aussi une série de partis qui affichent leur volonté de réformer les programmes de l'enseignement secondaire en matière d'histoire coloniale. Côté néerlandophone, il y a d'autres logiques qui peuvent prévaloir et qui montrent aussi à quel point, peut-être contrairement à d'autres pays européens, la ligne de fracture autour de ces questions dans le paysage politique belge n'est pas strictement une ligne de fracture gauche-droite, mais obéit aussi à d'autres considérations, notamment parce que dans le chef d'une série de leaders politiques de la droite nationaliste flamande, qui peut-être sous d'autres cieux en tant que leader de droite aurait une position pas très critique ou plutôt complaisante à l'égard du passé colonial, beaucoup de ces leaders développent au contraire une position critique, assez attentiste vis-à-vis de ce passé, parce que la colonisation est qualifiée de projet avant tout porté par la bourgeoisie francophone, et que donc critiquer cette histoire est aussi une manière de critiquer la Belgique francophone, la Belgique de papa, ou une institution comme la monarchie qui symbolise justement cette Belgique unie. Alors face à ça, on voit qu'il y a des usages très variés et effectivement qui rejoignent des phénomènes qui ont lieu ailleurs. J'en vois à toutes les émissions qu'on a fait sur les statues contestées, décoloniser l'espace public. Qu'est-ce qu'on fait des statues ? On les repeint en rouge, on les détruit, on les enlève, on les met au musée. Voilà, c'est des questions qui se posent ici comme dans beaucoup de pays. Face à cela, comment les historiens ou les historiennes se positionnent ? Est-ce que vous avez parfois la tentation du retrait académique ou est-ce que vous dites il faut quand même qu'on éclaire nos concitoyens, nos concitoyennes en apportant des connaissances ? Vous l'avez fait notamment dans des textes. Quelle est votre position là-dessus ? Mais écoutez, on est beaucoup sollicité ces derniers mois. Pour moi, c'est un objet de fascination parce que si on m'avait dit ça il y a 15 ans, au moment où j'ai commencé ma carrière, où il y avait un désintéressement très large du monde politique vis-à-vis de ces questions, je ne l'aurais jamais cru. Voilà, donc c'est assez intéressant, même si ça pose des questions difficiles. D'une part, on est beaucoup sollicité médiatiquement, avec toutes les limites que ce type d'exercice suppose, en particulier aussi au regard de la politisation de ces questions, puisque c'est toujours un défi de faire des interventions courtes dans les médias, d'appeler à la complexité et à la subtilité, en sachant aussi que parfois ce type de discours peut être récupéré et mis au service par des acteurs politiques au service de logiques de dédouanement, de minimisation de la violence coloniale, ce qui n'est pas évidemment ce qu'on souhaite. D'autre part, on est aussi beaucoup sollicité en tant qu'historien dans le cadre d'initiatives peut-être plus politiques pour d'autres formes d'expertise, et je pense en particulier à toutes les multiples commissions qui sont en train d'émerger en ce moment en Belgique. Bien sûr, la commission parlementaire dite commission Congo, mais il y a aussi d'autres commissions de ce type à plusieurs échelons de pouvoir, dans la région bruxelloise notamment, dans les communes, etc. Ce qui pose effectivement des questions compliquées en lien avec le rôle social de l'historien. Peut-être dites-nous, cette commission parlementaire sur le Congo, qu'est-ce qu'elle fait ? Écoutez, on se le demande, c'est toute la question. Donc c'est une commission qui a été installée à l'été 2020 dans la foulée de la montée en puissance des controverses sur le passé colonial en Belgique, qui a été elle-même fortement influencée par le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Donc je trouve aussi qu'il y a des circulations là, internationales qui influencent le débat, qui sont extrêmement intéressantes, et qui s'est donné pour mandat un mandat
mandat extrêmement vaste, à la fois de faire la lumière sur le passé colonial, mais aussi d'investiguer ses héritages, notamment la mesure dans laquelle le passé colonial influence les discriminations et le racisme dont sont l'objet aujourd'hui les populations afrodescendantes en Belgique. Donc c'est un programme très vaste et je ne suis pas sûre que les tenants de cette commission sachent eux-mêmes exactement où ils vont. Donc ça a été un des éléments importants du débat. Et peut-être à titre personnel, puisqu'on a été aussi beaucoup sollicité pour participer à ces types de commissions. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse quant à l'opportunité de participer ou pas à ce type d'initiative. Il y a eu quelques échanges par carte blanche à l'intérieur de la communauté des historiens, comme quoi il y a quand même parfois des débats à ce sujet. Voilà, modestement, je pense que tout dépend de la vision personnelle de chacun, la vision qu'on peut avoir de son métier, même si, voilà, moi, en tant que chercheuse et FNRS, donc une institution qui finance la recherche fondamentale, j'essaie plutôt de me tenir à distance des questions normatives, notamment. Donc, j'estime que c'est pas mon rôle de dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, notamment avec les statuts ou le patrimoine monumental issu de la colonisation. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'essayer de rendre compte des positions des différents acteurs en présence, de leur historicité, ce qui n'implique pas forcément non plus d'être dans le ventre mou, dans le juste milieu, parce que montrer, ou en tout cas rendre compte des impasses de certaines de ces positions, des faux postulats sur lesquels elles sont construites, me paraît une démarche importante aussi. Peter Lagroux, sur ce rôle public de l'historien, quand on travaille sur les guerres, les épurations, on est aussi amené à intervenir, à répondre à des demandes d'expertise, à faire partie du débat public ? Oui, même si ce qui caractérise le débat politique à proprement parler, je pense qu'on a plutôt assisté, surtout du côté flamand, à un souci de se défaire de certains stéréotypes. Et donc ça a été tout à fait frappant pour le centenaire de la Grande Guerre, où le gouvernement flamand a voulu s'approprier cette commémoration parce que la Flandre a été un grand champ de bataille, parce qu'il y a en gros une image de marque In Flanders Fields where all the poppies grow, donc les poètes de guerre, pour les poètes de guerre anglais, la Flandre était très importante, qu'on a voulu se positionner sur ce terrain, l'utiliser aussi comme produit d'appel touristique, tout en se distanciant de ce qui était les mythes fondateurs du mouvement flamand, de soldats flamands qui avaient été sacrifiés parce que leurs officiers francophones ne les comprenaient pas, etc. De la même façon, il y a clairement une préoccupation très forte au niveau du gouvernement flamand actuel de se distancier de tout discours lénifiant ou révisionniste vis-à-vis de la collaboration flamande. Et donc là, il y a cette nouvelle force très nationaliste, très conservatrice qui est le NVA, mais qui se démarque de l'ancienne extrême droite Vlaams Belang sur ces points-là. Et donc, du coup, il y a plutôt un évitement de ces sujets traditionnels, Première Guerre, Deuxième Guerre, pour promouvoir une identité alternative, avec, je pense aussi, tout de même, surtout du côté du gouvernement flamand, une très forte méfiance du monde universitaire, qu'on considère comme hostile au projet national flamand, comme encore dans de vieilles loyautés, voire une certaine nostalgie de la Belgique. Et on voit de ce côté-là que du côté officiel, les historiens sont relativement peu sollicités. Pour finir, peut-être, il y a beaucoup de pays où traditionnellement l'histoire fabrique du consensus, que ce soit l'histoire universitaire ou l'histoire publique. On se retrouve autour de personnages, autour de lieux, autour de monuments, autour de symboles, autour de dates commémoratives. On a l'impression, en vous écoutant, que c'est peut-être un peu moins le cas en Belgique. Est-ce que, pour vous, il y a des lieux ou des moments commémoratifs ou des personnages qui font consensus dans le paysage historique belge, ou est-ce que c'est plus vraiment le cas ? Tu vois un personnage qui fait consensus ? Non, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Et finalement, non seulement la Belgique est un peu orpheline de figures fondatrices, mais finalement,
tant la Wallonie, la communauté française, que la Flandre n'ont pas vraiment réussi à en produire non plus. Et je pense les Franchimontois ou la Révolution brabançonne, où finalement des deux côtés on cherche un peu et finalement ce qu'on trouve presque systématiquement du mauvais côté. Comme en effet ce mythe fondateur des soldats dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, voilà, ça ne tient plus vraiment. Des mythes plus anciens, notamment la bataille des Éperons d'Or et les matines de Bruges, c'était finalement une histoire horrible de nettoyage ethnique où on tuait du francophone en faisant du porte-à-porte s'il n'arrivait pas à bien prononcer les deux mots schild of vriend, donc bouclier ou ami. En effet, pour un francophone, c'est difficile à la prononcer. Donc ça a été longtemps, ça faisait partie plus d'un folklore ou d'un patrimoine flamand. C'est des choses qu'on n'est plus prêt à assumer aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a quand même un grand vide historique qui se crée, je dirais, des trois côtés, du côté de la Belgique, du côté de la Flandre et du côté de la communauté française. Est-ce que ça se rattache finalement plus à des univers culturels, à des artistes peut-être, qu'à des figures historiques? Est-ce que c'est plus rassembleur de se tourner, je ne sais pas, vers Hergé ou Magritte ou d'autres? Pas forcément. Hein. Hergé, par exemple, est une figure controversée, notamment en raison de ses activités pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que c'est justement un défi qui se pose de manière importante pour les pouvoirs publics, notamment en lien avec ces vestiges de la colonisation dans l'espace public, mais ça se pose également pour d'autres épisodes historiques, puisque on n'est pas exactement encore au consensus politique sur le fait qu'il s'agirait de les remplacer, mais il y a déjà eu plusieurs initiatives en ce sens. Et une des grandes questions qui se posent, c'est par quoi les remplacer? Et par qui remplacer, notamment une série de personnages historiques comme Léopold II, comme d'autres figures qui étaient jusqu'ici omniprésentes dans l'espace public et qui sont aujourd'hui extrêmement contestées. Il y a notamment eu toute une série de rebondissements récemment autour de la rebaptisation d'un tunnel bruxellois qui était initialement le tunnel Léopold II, pour lequel les pouvoirs publics ont d'abord monté une commission d'experts pour proposer une série de noms, n'ont pas visiblement été satisfaits du travail qu'ils avaient fourni et ont donc soumis la question au vote populaire sur une plateforme internet où c'est le nom d'une artiste qui est sortie, Annie Cordy en l'occurrence, mais qui a été à son tour controversée. Donc je pense que ça pose des questions intéressantes sur qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine et comment parfois remplacer une personne par une autre ne renverse pas complètement les codes de la mémoire et de la célébration des figures héroïques, entre guillemets, dans l'espace public. Il y a une opération en cours en ce moment en Flandre, donc le NVA, ce parti nationaliste flamand de droite, mais qui tente tant bien que mal de se différencier de la vraie extrême droite, a lancé une grande opération de créer un canon flamand. Donc, tout son credo est la politique identitaire, il faut une identité flamande forte, mais qu'est-ce qu'on y met ? On ne sait pas qu'est-ce qu'on y met. Il y a beaucoup de choses dont on sait qu'il fallait mieux pas l'y mettre. Donc il y a eu cette idée qu'il fallait créer un canon flamand qui se traduirait ensuite notamment par des contenus obligatoires dans l'enseignement. Et donc, il y a eu un débat parmi les universitaires flamands. Est-ce qu'il faut y aller, il ne faut pas y aller? Est-ce qu'il faut y aller, une espèce de logique de politique du moindre mal? Il faut mieux qu'on y aille pour éviter que ce soit vraiment les réactionnaires et les xénophobes qui s'en emparent? Ou est-ce que l'idée même de créer ce genre de canon est à bannir? Donc finalement, en effet, une partie de collègues, dont des collègues que je respecte, même si je ne les comprends pas du tout, ont accepté de faire partie de cette commission canon flamand. Qu'est-ce que cela va donner? De mon point de vue, ça ne peut donner que des catastrophes, et l'idée est mauvaise d'origine. Il est toujours assez fascinant que, je pense, ça a été lancé en 2020, un gouvernement en Europe, même si c'est un gouvernement régional, puisse se lancer dans une entreprise de créer un canon national. S'il faut convoquer une commission pour créer un canon national, c'est déjà de ce côté-là,
on a un déficit au moins bien diagnostiqué. Merci beaucoup à tous les deux. Si vous aviez un conseil de lecture que vous voudriez donner à des auditrices, des auditeurs qui ne connaîtraient pas bien l'histoire belge ou qui ne connaîtraient pas bien tel ou tel aspect, en disant voilà, ça peut vous intéresser, ça peut pas forcément un livre d'histoire, ça peut être un témoignage, ça peut être un roman. Est-ce que vous auriez un conseil que vous voudriez partager ? Tu as une idée, Peter ? Non, je réfléchis. Et c'est assez catastrophique l'idée d'être à ce point. C'est vrai qu'il a écrit un livre sympa sur l'histoire de Belgique récemment. Mais c'est pas la première fois qu'on me pose la question et où je suis assez dans l'embarras. Alors c'est pas forcément sur toute l'histoire belge, ça peut être juste un bouquin qui vous a intéressé et qui vous a fait réfléchir. Moi j'ai une piste, je peux y aller ? Vous commencez. Oui. Alors moi je recommanderais peut-être pas un livre d'histoire, même si je peux peut-être pour le site web donner une série de références historiographiques. Je recommanderais un roman d'une autrice qui est Jennifer Richard. Ce roman s'appelle « Il est à toi ce beau pays ». Il est absolument magnifique. À titre personnel, j'ai pas forcément toujours envie le soir ou le week-end de relire des livres sur l'histoire du Congo, et pourtant celui-là m'a absolument captivée. C'est un roman fleuve qui retrace l'histoire du Congo et de l'Afrique centrale au moment du début de la colonisation à la fin du 19e siècle, en convoquant toute une série de galeries de personnages qui sont à la fois congolais, qui sont belges et européens, mais qui sont aussi américain. Donc c'est aussi une manière de raconter une histoire qui est à la fois incarnée et qui montre le poids des dynamiques globales et internationales dans cette histoire. Je pense qu'il y a finalement très peu de grands livres d'histoire belge, ou aussi d'auteurs qui ont eu l'ambition d'écrire un grand ouvrage de synthèse, et quand ça a été le fait, ces ouvrages n'ont même pas été traduits. Et donc je pense là à vraiment la somme sur l'histoire de la Grande Guerre de Sophie de Schaapdrijver, qui cherche toujours une traduction, un éditeur pour une traduction française, et ce serait vraiment bienvenu. L'appel est lancé, puis on dit aussi aux producteurs Netflix que Amandine Leroux peut leur proposer une série sur l'histoire de la Belgique en guerre, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai toujours trouvé que la famille royale belge, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale et ses multiples tourments, pouvait largement faire de l'ombre à The Crown et à la famille royale britannique. Voilà, l'appel est lancé, donc avis aux producteurs. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.